Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Cette semaine, on va parler de plusieurs lectures, ce ne sera que du comics. Et sans plus attendre, on va commencer par The Boys de Garth Ennis et d'Eric Robertson. Donc c'est ressorti au format Pocket. C'était déjà sorti dans des éditions souples. Alors il y a beaucoup eu de formats sur cette série. Il y avait eu des petits fascicules, des Deluxe qui étaient des Marvel Select à l'époque, comme on les appelait. Ensuite, c'est passé sur un omnibus et ça ressort dans le format Pocket. Alors, c'est une série que je n'ai jamais lue, je n'ai jamais été vraiment tenté. C'est vrai que la série télévisée sur Amazon Prime, ben, elle est vraiment bien. J'aime bien, vraiment. C'est très Garth-Ennisien, si on peut dire. Et pour le coup, ben, la lecture me rebutait un peu, peut-être le dessin de Derek Robertson, je sais pas. Je m'étais jamais lancé dessus. Et pour le coup, le fait que ça se ressorte dans un format pocket, eh bien écoutez, ben, je me suis laissé tenter, et aussi pour découvrir un format et vous présenter. Donc c'est un format ben, qui est dans la droite lignée des Urban Nomades. Donc, à titre personnel, je me félicite que d'autres éditeurs aient la bonne idée ben, de copier, en quelque sorte, même si les formats poche ont toujours existé de tout temps et pour plein de genres littéraires. Mais voilà, je trouve ça bien. Donc, vous voyez, pour faire un petit comparatif que tout le monde a dû faire dans mes confrères, voilà, vous voyez, c'est quand même c'est un peu plus grand et un peu plus large. Mais voilà, on s'approche vraiment de l'Urban Nomade. On est au même format que les Marvel Next Gen. Voilà, donc un peu plus généreux par contre au niveau des Marvel Pocket. Là, sur ce premier volume, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 numéros, on est sur à peu près 360 pages pour 10 euros. Donc oui, c'est le bon plan. Franchement, foncez dessus. Alors moi, je vous conseille, ben, comme tout le monde, je pense, en priorité d'aller sur la série Ultimate Spider-Man parce que c'est une super série. C'est une super porte d'entrée sur le personnage de Spider-Man. C'est des origines renouvelées du personnage, modernisées. C'est fait par un Bendis qui à l'époque était plutôt très bon. Et des dessins de Marc Bagley. Et c'est excellent comme série. Ils vont en sortir 11 volumes. Et puis ça sort un petit peu de ces éditions omnibus qui sont pas très confortables pour la lecture. Et là, ça a l'air top. Alors, je ne sais pas ce que les dessins donnent sur ce format Pocket. J'ai pu l'apprécier sur The Boys. Bah écoutez, sur le format, bah, ça fonctionne assez bien. C'est très lisible. Le papier est de bonne qualité. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Et on est tombé sur une page. Ouais, c'est The Boys, quoi. Et pour le coup, il y a également The Ultimates qui est sorti, donc ça c'est vraiment pas mal pour découvrir Avengers également. C'est dans la même veine que Ultimate Spider-Man, c'était à la même époque. Et Avengers versus X-Men, qui me semble que j'ai jamais lu, mais qui me tente pas fortement parce que c'est un peu à la fin de la série des New Avengers par Bendis, c'est tout dans cette continuité. C'est compliqué de rentrer dedans dès le départ. Il y a quand même pas mal de bagages à avoir pour lire Avengers vs X-Men. Moi je vous conseille pas en lecture directe, quoi. Mais Ultimate Spider-Man et Ultimate, bah ouais, c'est plutôt bon. Et The Boys, bah écoutez, pour vous en faire un retour de lecture, parce que je l'ai quand même lu, hors de parler du format, il y a quand même l'histoire dedans. Bah écoutez, pour faire simple, par rapport à la série, bah, c'est à peu près la même histoire, à quelques petits détails près de la première saison. Euh, on y retrouve cette irrévérence de Gartenis, hein, qui est habituelle chez lui, qui est sympa, qui est sympathique, qui peut être parfois lourd et redondant aussi, hein. Ça dépend de ses œuvres, pour ma part. Et également, ben, le dessin d'Eric Robertson fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne bien avec l'univers que Gartenis crée. Donc je ne vais pas vous faire le pitch, hein. En gros, on est dans un monde où il y a plein de super-héros.
et puis on y rencontre, une équipe qui se forme petit à petit, de personnages qui, en veulent à leur hégémonie, à leur puissance, totale sur le monde et puis le fait que les super-héros, ils font n'importe quoi. Ils ont pas du tout d'ordre moral, ils profitent de leur statut pour, faire des choses, pas très catholiques, si on peut dire. Je suis sur YouTube, je fais attention quand même à ce que je dis, pour pas être striké. Mais, voilà, bon, si vous connaissez la série, vous serez pas du tout perdu dans la lecture de The Boys. Ce que j'en ai pensé, pour moi, c'est pas tip top. Pour moi, c'est pas une série que je vais continuer pour tout dire. Je trouve que la narration est un peu lourde. Hem, le propos est intéressant, mais ça vole pas bien haut pour moi. Et puis les enjeux, ouais, c'est pas très clair à la vue de ce premier volume. Moi, c'est pas une série que je vais continuer. C'était intéressant à découvrir sur papier, hors la série, hors de la série, mais bon, lecture agréable, mais sans plus. Et je n'irai pas sur la suite, forcément. Pas pour tout de suite, pour le moment. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire sympathique et vous ne serez pas dépaysé. Si vous êtes vraiment fan de la série et que vous n'avez pas passé le pas de lire la série dans le matériau originel, pourquoi pas. Sinon, pour ceux qui l'ont déjà lu, je pense que vous connaissez. Mais l'idéal, moi, je pense que ça aurait été de lire ça avant de voir la série. Et ça aurait été intéressant. Mais pour le coup, je l'ai lu sur le tard. Donc voilà, je vais pas prolonger ma critique de The Boys. C'est une lecture agréable, mais sans plus. Mais par contre, le format est hyper cool, hyper sympa. Et ouais, c'est cool. On va voir dans l'avenir les séries qui vont sortir, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, ils ont déjà annoncé qu'il y aura les suites d'Ultimate Spider-Man, donc ça, c'est des séries qu'on va avoir là sur les prochaines vagues. On va avoir également du Young Avengers de Jim Chung. Ça peut être sympa. Ça, j'ai jamais lu, donc peut-être j'irai dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore Les X-Men de. Les X-Men de qui déjà? Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais j'ai le volume en icons. Est-ce que c'est pas Marc? Ah non, je veux pas dire de bêtises. Dites-moi dans les commentaires. Et ça, je l'avais lu en icons, c'était vraiment sympa. C'est un petit icons, et là, je pense qu'ils vont mettre l'intégralité de la série dans 2 volumes. Moi, à l'avenir, des séries au long cours que j'aimerais bien voir, c'est le Thor de Jason Aaron, euh, qui pourrait être vraiment intéressant. Et également les New Avengers de Bendis. Et en publiant également les events liés de l'époque, donc Civil War, mais qui va ressortir d'ailleurs. Civil War va ressortir. Siège, etc., etc. Il y en avait énormément à l'époque. Secret Invasion. Et ça, c'était vraiment une belle époque de Marvel et ça pourrait être intéressant dans ce format-là. Voilà, pour le format Pocket. Je suis toujours en recherche du scénariste des X-Men, Josh Whedon. Voilà. Il est revenu, le fameux réalisateur des Avengers, qui était très bon, hein, et de la Justice League, qui était. Qui fut. Aujourd'hui. Voilà, je vais pas être méchant, on ne tient pas sur une ambulance. Alors, prochaine lecture, Horizon Oblique, que j'attendais impatiemment. Horizon Oblique de Richard Blake au scénario et au dessin. Et quand je suis allé en librairie, j'ai été surpris par la taille de ce volume, qui est assez immense pour le coup. On s'approche vraiment du franco-belge. Alors, sur les grands formats urbains, c'est la même taille, mais c'est un peu plus large. Je crois qu'ils ont fait ça aussi avec Vicious Circle. Donc vraiment, c'est hyper agréable pour découvrir les planches. Donc c'est Richard Blake le scénario au dessin. J'en attendais pas mal parce que la science-fiction j'aime bien. Euh, et puis c'est le genre de petite série indé de derrière les fagots où des fois une couverture, un nom, un sujet peut vous intéresser. Moi je suis allé dessus pour ça parce que ouais, ça me bottait bien. J'avais regardé un peu les dessins et oui, j'étais à fond. Alors pour le plot de départ, en gros, on va rencontrer une jeune fille qui est la fille de deux cartographes.
Ces 2 cartographes, sont partis en exploration en Antarctique, découvrir une passerelle vers une autre dimension et il va arriver qu'ils vont disparaître dans cette dimension et la jeune fille, beh, bien sûr, va être hyper triste de cela et puis les années vont passer et elle va développer des pouvoirs psychiques, des pouvoirs de... euh, elle va faire des rêves où elle va voir ses parents dans la dimension. Donc des pouvoirs assez intéressants et qui vont peut-être permettre de l'aider à retrouver ses parents. Et en même temps, parce qu'on est quand même dans un futur assez éloigné, on est en 2044, il me semble, au départ de cette histoire. Non, 4040. Voilà, on est très loin dans l'univers, très loin dans l'histoire, et la technologie a vraiment beaucoup évolué, surtout sur l'intelligence artificielle. Et donc la jeune fille qui va faire partie d'un groupe de chercheurs, eh bien, ils vont essayer de fusionner les pouvoirs psychiques de cette jeune fille avec une intelligence artificielle hyper développée et faire que ces deux-là, ensemble, leur relation, leur binôme, va essayer de retrouver les parents en passant par le portail de cette dimension. Voilà pour le plot, qui est hyper intéressant au départ, parce qu'il y a quelque chose d'assez émouvant de perdre ses parents, et il y a le côté également de quête et de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, plein de sujets qui m'intéressent. Alors au niveau graphique, c'est juste incroyable, c'est juste sublime. Richard Blake sa première œuvre, donc pour une première œuvre, c'est assez impressionnant son travail. Je vous laisse apprécier un peu plus les planches. Voilà. Alors, au niveau de la mise en scène graphique, de la narration graphique, c'est très très bon. C'est excellent. Ça prend son temps, il y a un rythme, comme une forme de musique, où quelquefois, pendant quelques planches, on ne va pas avoir de texte, on ne va pas avoir de paroles, on ne va pas avoir de dialogue. Donc il y a un climat qui s'installe par rapport à ça. Graphiquement, je trouve que c'est très bien fait, que ça soit la partie peinte, dessinée, parce qu'il y a deux parties. Une partie, les 30 premières pages qui sont faites au dessin, et l'autre en numérique, surtout dans la dimension numérique, dans l'autre dimension. Donc c'est franchement au niveau graphique, c'est vraiment une œuvre d'exception, je dirais, parce que c'est très original. On n'est pas habitué à ça dans les codes du comics, et ça se rapproche énormément de la franco-belge. Et il ne s'en cache pas parce qu'il est très inspiré par François Schuiten, dont il est un grand fan de ses œuvres, très lié à l'architecture, tout cela, et la science-fiction mêlée. Donc ça, voilà, c'est vraiment un point fort, c'est le graphisme. Et ça, honnêtement, si vous êtes fan de cette patte graphique, bah écoutez, ouais, c'est top. Par contre, le scénario, c'est là où le bas blesse. Pour moi, le plot de départ est hyper intéressant, mais pas du tout développé, pas du tout approfondi. Moi, vraiment, je suis passé à côté du scénario. Ça m'a pas parlé du tout. Les images sont belles, mais l'histoire est vraiment trop. Il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Alors peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai rien compris. C'est possible aussi, hein. On est des humains, donc. Mais pour moi, il y a pas de scénario, quoi. C'est vraiment. Il y a une ébauche de scénario. Il y a une idée de départ. Il y a une narration graphique qui est top, une mise en scène qui est top. Par contre, l'histoire, ben, les enjeux, retrouver les parents, oui, super. Donc on va avoir cette quête, mais il ne se passe rien. Oui, je vais pas, voilà, j'aime pas non plus descendre des œuvres parce qu'il y a des artistes derrière, il y a des gens qui travaillent, mais ça se sent que c'est une première œuvre. C'est un artiste de grand talent, Richard Blake, au niveau graphique, mais au niveau scénaristique, il y a encore du boulot et de l'amélioration. La conclusion est en deux trois pages, et on ferme le bouquin, on dit ah oui, tout ça pour ça. Tout ça, ben, il y a quand même un univers qui est créé, il y a quelque chose,
mais c'est pas du tout approfondi, c'est pas du tout, développé et pour moi, ben, c'est rare que je dise ça, mais c'est un livre que je vais pas garder et que voilà, je pense échanger chez le libraire. Il y a le Snow Angels de Jeff Lemire qui, je pense, me parlera plus, au niveau scénario dans tous les cas. Voilà, donc Horizon Oblique, je peux pas vous le recommander. Si je peux le recommander à des, voilà, à des personnes qui sont intéressées par, ce parti pris graphique qui est hyper intéressant, mais au niveau du développement des personnages, et de l'histoire en elle-même, ben non, 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 non. Il n'y a vraiment pas assez pour en faire un bon comic book. Même si on se rapproche beaucoup du franco-belge, pour le coup. Alors, j'ai cassé l'ambiance, mais on va repartir sur une autre nouveauté de chez Urban Comics, c'est Dan of Titan Volume 2, qui est sorti voilà, il y a quelques jours. Donc ça, c'est bien. Déjà, oui, je le dis, c'est bien. Parce que déjà aussi, on a la possibilité d'avoir tout l'event Beast World dedans. Alors en gros, moi je vous avais déjà parlé du premier volume de Titan, qui était vraiment pas mal. Alors on avait les numéros de Titan et on voyait qu'il allait se passer quelque chose, qu'un event arrivait à la conclusion. Donc là, on se retrouve dans un volume où on va avoir les 6 numéros de l'event, donc l'event complet, également 3 numéros de la série Titan, un numéro de Nightwing, qui est le numéro 110, pardon, le backup de Nightwing 109. On a Titan Beastward Tour Star City, Titan Beastward Waller Rising et Titan Beastward Gotham. Alors franchement, honnêtement, sur ce volume-là, Beastward, c'est vraiment excellent. L'event est excellent pour moi. Alors c'est excellent pour des comics d'ici, Marvel, voilà, de franchise. C'est très très bon. C'est un bon event, franchement, ça c'est top. Je vais rentrer dans le détail. Et ensuite, les numéros de Titan, bah ouais, très bon, excellent. Sur la même continuité, puis ça fonctionne bien parce que c'est indispensable pour la compréhension de l'event. Ensuite, on a un numéro de Nightwing qui est intéressant. Et puis, on a des tie-in qui sont centrés sur des villes. Donc Beastward Gotham, Beastward Star City, il me semble. Oui, ouais, Star City, quand c'est sur les villes, non, c'est pas très intéressant. Ça rajoute pas trop de matière, même si le Beastward Gotham était intéressant. Ouais, ça, non, finalement, c'était pas mal. Titan Beastward Waller Rising, c'est intéressant pour le futur, pour l'avenir. On y reviendra. Mais voilà, en tout cas, globalement, ça vaut le coup. Alors, c'est 35 euros pour 432 pages. Donc, j'entends la petite musique, les comics sont chers. Oui, ils sont chers. Ça dépend de quel point de vue. Ça dépend. Bien sûr, on est dans une période où tout est cher. Donc, tout augmente, donc, et les comics aussi. Mais honnêtement, 35 euros pour 432 pages, et surtout le contenu est globalement de qualité. Et surtout, on va se centrer sur la pièce maîtresse qui est l'event Beastward. Moi, auparavant, j'étais pas à fond à suivre dans une continuité les épisodes pour être dans l'actualité de la continuité. Et là, franchement, vu que j'aime beaucoup la série Nightwing, la série Titan est une continuité de la série Nightwing parce que vous savez, les Titans ont pris la place de la Justice League. Et là, ils arrivent devant leur première grosse épreuve. Alors pour le plot de départ, on va voir des explorateurs qui vont être missionnés par lui, qui est le méchant qu'on avait dans l'autre volume, qui est une sorte de révérend d'une secte hyper haineuse et qui manipule le monde, quoi. Voilà. Et donc il envoie des explorateurs sur une planète qui s'appelle Titan. Et donc là-bas, ils vont découvrir comme une bête issue des histoires de Lovecraft, une énorme étoile de mer hyper puissante et qui rejette des spores, des petites étoiles et qui est hyper dangereuse, quoi, hyper puissante. Et donc, euh,
il y a une personnage qui explique que bah, cette bête, ça fait des millions d'années qu'elle existe. Elle a été battue à l'époque par Starro, l'ennemi, une étoile de mer géante. Et donc Starro est introuvable dans l'univers. Et Gar, qui fait partie des Titans, ce personnage, qui a la possibilité, qui est métamorphe, qui a la possibilité de se changer en un animal, en n'importe quel animal, eh bien il va se transformer en Starro, mais qui va pas s'appeler Starro, qui va s'appeler Garo. Voilà, je vais vous le montrer. Mais voilà, ça c'est pendant la transformation. Et le voilà, il est tout transformé. C'est un Starro vert. Donc voilà, et donc ben, il va combattre cet ennemi sur la planète de Titan, parce que il part de la planète de Titan pour attaquer la Terre. Et donc il attaque, il arrive à l'empêcher, il arrive à l'envoyer dans un autre univers. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ben, notre petit Garo, eh ben, il va être manipulé et il va être tué finalement par une sorte de Dr Fate méchant. Alors est-ce que voilà, alors il s'appelle Dr 8. 8, H-A-T-E, comme docteur de la haine. Voilà, et Garfield de Logan, donc Gar, qui s'est transformé en Starro, ben, il va être attaqué par ce méchant et qui va enlever son âme finalement et en faire qu'un Starro qui va disséminer des spores sur la planète Terre. Et ces petits spores, ces petites étoiles de mer vertes, ben, vont inoculer chaque personne sur Terre et les faire transformer en en animaux, en animaux. Voilà, donc là on voit par exemple Black Adam qui va être infecté et qui va se transformer en un lion. Voilà, ça c'est le premier numéro de Beastworld. Ça se termine comme ça. Je vais m'en arrêter là, je vais pas spoiler. Mais ouais, c'est super. Honnêtement, c'est super. Donc là, on va voir que les titans, une grande partie va y avoir à peu près 1 million de personnes qui vont être infectées, qui vont se transformer en animaux. Et la particularité de ces sports, c'est qu'ils vont s'accrocher à des personnes puissantes. Donc ils vont aller sur quelqu'un de lambda, ils vont rencontrer un super-héros, le super-héros va venir le voir, et ben, il va essayer d'aller sur le super-héros. Donc on va avoir des super-héros infectés. Et donc ça va être hyper intéressant. Je vous dirai pas qui, mais franchement, et puis les super-héros se transforment en en animaux, euh, mais c'est intéressant de voir les animaux qui deviennent. Parce que je trouve que c'est très bien fait, quoi. Ouais, c'est très bien fait, ça marche bien. Donc voilà, Beastward, c'est excellent. Je vous en dirai pas plus pour vous spoiler, parce que franchement, c'est un super plaisir de lecture. C'est top. C'est un bon event d'ici. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est pas exceptionnel. Toute raison gardée, mais franchement, c'est agréable, ça fait le boulot. Les dessins, ils sont excellents. Il y a deux dessinateurs, franchement, que j'ai noté leur nom, c'est Sami Basri et Lucas Meyer. Alors, Sami Basri, je ne connaissais pas du tout, mais il a un trait mais hyper bon, hyper efficace. Il y a du Ivan Rice aussi, hein, très bon. Mais lui, on le connaît un peu plus. Hein. Et voilà, franchement, très bon. Les numéros de Titan aussi, c'est excellent. C'est excellent. Alors, je vais vous montrer le trait de Samir Basri. Sami Basri, voilà. On voit Damien Wayne. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il a un bon style. Regardez. Franchement, beau potentiel. Oula, je vous montre pas, ça va spoiler. Mais en tout cas, ouais, excellent. Les numéros de Titan, très bons. Nightwing, bon. Voilà, mais globalement, ça vaut le coup. Franchement. Alors oui, il faut lire le Dawn of Titan volume 1. Bien sûr. Pour vraiment tout comprendre. Mais c'est très bon. Franchement, c'est de la bonne continuité. Alors, il y a pas mal de choses, de bonnes choses chez DC. Hein,
Mais après, on fait des choix. Il y a Dawn of Green Lantern, Dawn of Superman, Dawn of Green Arrow. D'ailleurs, on a des numéros avec Green Arrow dedans. Euh, donc ouais, il y a franchement, c'est assez qualitatif ce que fait DC. Donc honnêtement, ben, moi je vous le recommande, Dawn of Titan. Si vous avez déjà lu le 1, bah oui, c'est la continuité, faut continuer. Et puis si vous cherchez une série DC intéressante, et puis des enjeux, parce que là on est vraiment... c'est le prologue aussi du prochain event, qui s'appelle Absolute Power, qui va sortir aux États-Unis cet été, et qui fera de Amanda Waller la Némésis. Et on voit l'origine de tout ça là-dedans. On voit comment Amanda Waller prend du galon. Alors ça fait pas mal de temps qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière, quoi, qu'elle a des buts, des objectifs. Et c'est vachement intéressant. Alors j'essaie de dire le moins possible parce que franchement, il faut le découvrir par soi-même, c'est cool. Voilà. Donc franchement, très bonne lecture. Excellente lecture que ce Dawn of Titan. Ensuite, on va passer à Red Mass for Mars de Jonathan Hickman et Ryan Bodenheim. Donc ça, c'était dans une campagne Ulule où vous pouviez avoir les deux chez Comics Initiative. Donc Red Mass for Mars, Jonathan Hickman, c'est un auteur que j'aime bien. Là, c'est l'un de ses premiers travaux à l'époque. C'est sorti chez qui aux États-Unis? C'est sorti chez Image Comics. Donc, en gros, on est dans un monde futuriste, l'an 2115. Et on va rencontrer un mec qui a des pouvoirs. Il arrive à voir dans l'avenir. Donc c'est hyper intéressant. Et puis il collabore avec le plus grand cerveau de la Terre, le plus grand cerveau humain. Et ils ont pour objectif de sauver la Terre. Et il y a quand même voilà, des dangers pour la Terre. Elle va être... il va y avoir une extinction parce qu'il y a des ennemis extraterrestres qui veulent l'attaquer et donc la détruire. Voilà en gros pour le plot. C'est vachement intéressant. Alors Jonathan Hickman, vous savez, il est connu pour faire des scénarios à tiroir un peu prise de tête. Bon, c'est pas du Grant Morrison, mais c'est un peu plus quand même accessible. Là, on est dans une offre qui est plutôt accessible de Jonathan Hickman. Ryan Bodenheim, qui nous a quittés, a un trait plutôt pas mal, plutôt intéressant, qui colle bien avec la nature du récit. Après, pour moi, écoutez, ça m'a pas... Bon, j'ai pas été emporté. J'ai vu les messages, les valeurs transmises dans ce récit, ces questionnements sur l'humanité, qui sont intéressants. Mais pour moi, on est sur 4 ou 5 numéros. C'est trop court, quoi, pour développer vraiment un univers sur les thèmes qui sont abordés. Franchement, c'est dommage, c'est trop court. C'est trop court pour moi. C'est intéressant, c'est très intéressant, mais ça en fait pas une lecture marquante et ça en fait pas une recommandation. Alors voilà, je détaille pas trop mon avis, mais des fois, vous savez, quand on a des lectures qui ne nous parlent pas, moi je préfère parler de lectures qui me plaisent, hein, mais non, il n'y a pas grand-chose qui m'ont accroché dans cette histoire. Agréable mais sans plus, avec quelques idées intéressantes. Par contre, le dessin est pas mal, de Ryan Bodenheim. Ça ne fait pas un Jonathan Hickman majeur, loin de là. Mais c'est pas dénué d'intérêt si on est fan du scénariste. Ça permet de voir quand même l'un de ses premiers travaux et puis l'évolution qu'il y a eu après dans son écriture. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Bonne lecture sans plus pour Red Mass for Mars, vraiment pour les complétistes de l'artiste Jonathan Hickman. Ensuite, dans la même vague, on avait eu Backtrack de Brian Jones, Jack Elphick et Doug Kerbach. Alors ça c'est intéressant, déjà super intéressant, on a une liste de musique avec qu'on peut utiliser comme fond sonore pour la lecture. Ça c'est une bonne idée, moi j'aime bien cette idée de mélanger deux arts,
la musique et la bande dessinée, le comics. Ben, Backtrack, c'est une histoire qui se passe, ouais, ça pourrait être de nos jours, et on va suivre une jeune femme qui s'appelle, comment elle s'appelle? Allison. Allison, qui est ben, finalement une petite frappe. euh, Elle est, comment on appelle ça? Vous savez, quand on fait des casses, il y a toujours le conducteur. Ben, c'est une conductrice de casse, quoi. Comme dans le film Drive. Voilà. C'est son boulot. Voilà, c'est une petite frappe, une petite criminelle. Et là, elle est sur un coup, elle est sur un casse. Et on va voir très rapidement, on va comprendre en filigrane qu'elle a perdu son frère suite à ce casse. Et il y a une personne qui va venir la voir et qui va lui dire: je peux réaliser ton vœu le plus cher, mais il faut participer à une course temporelle. Ça veut dire que ben, ce grand maître, finalement, qui vit dans le futur, lui, ben, c'est une sorte de télé-réalité, cette course interdimensionnelle, euh, temporelle, cette course temporelle de voiture. Et puis, bah, c'est pour faire plaisir à quelques riches qui prennent des paris sur celui qui va gagner. Donc c'est plutôt sympa. L'idée est vraiment sympa parce que chacun ben, a quelque chose à gagner. C'est de retrouver un être cher, le vœu le plus cher, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et également à perdre parce que c'est une course à la vie, à la mort. C'est très risqué, c'est très dangereux. Alors c'est assez frais comme histoire. Franchement, c'est un concept qu'on voit rarement. Une compétition de course automobile à travers le temps. Donc on va passer dans la préhistoire, sous l'Empire romain, dans le futur aussi. Franchement, ça c'est vraiment top. C'est assez ingénieux, c'est assez original. Franchement, ça j'ai bien aimé. Les personnages, ils sont bien développés. Il y a une bonne caractérisation des personnages. Franchement, ça, à ce niveau-là, c'est top. Et puis, l'histoire est plutôt agréable au final. C'est une... Ça vole pas haut non plus, hein, mais il y a de l'émotion, il y a de l'action. C'est un bon comic book. Franchement, voilà. Ça pète pas plus haut que son cul, mais c'est agréable. Franchement, c'est très agréable. Voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, mais tous les comics ne peuvent pas être des chefs-d'œuvre, mais c'est une lecture divertissante, agréable et qui se lit bien. Honnêtement, il y a une bonne narration, ça file quand même vite, on le lit rapidement, ça file à une certaine vitesse comme ces voitures. Voilà, mais en plus moi j'aime bien ce format souple, qui est pas mal du tout. Et puis voilà, mais on a quand même un sacré pavé, hein, je sais pas, on est peut-être sur 400, autour de 300 à 400 pages. Euh, ouais, 300 pages à peu près, 25 €. Donc, ouais, non, 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 c'est très bon. Franchement, c'est très bien. Voilà, Backtrack, bonne lecture, très agréable. Et ensuite, on va terminer par Invincible. Alors, je faisais des vidéos spéciales Invincible tous les 2 mois, mais bon, j'ai décidé de les incorporer dans mes retours de lecture, parce que je trouve ça sympa, en évitant de ne pas spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, mais juste pour vous faire un petit point d'étape sur ma lecture d'Invincible. Donc comme voilà, comme je vous le dis, j'ai lu le volume 3 et le volume 4. Et c'est une série qui est un pur diesel. Le volume 1, le volume 2 te fait rentrer dans l'univers, te présente les personnages, te dissémine quelques graines, et puis ces graines commencent à éclore dans ces 2 volumes. Et là, ça prend une ampleur. Alors, je vais montrer des planches, mais je vais essayer de ne pas spoiler. Je vais montrer les couvertures, c'est bien. Voilà, mais c'est top. Et là, c'est surtout ben, que c'est Ryan Otley au dessin. Et Ryan Otley, il est intelligent. Il est très intelligent. Pourquoi? Parce que Cory Walker était au départ sur les numéros, et puis il a mis un certain style graphique. C'est lui qui a créé ce style graphique qui est invincible, hein, le chara-design des personnages et tout ça. Et Ryan Otley, il fait une transition douce, donc il reprend
il fait du mimétisme du premier dessinateur, et petit à petit, ben, il prend ses marques, il prend son envol, et il prend les rênes du dessin et il le fait évoluer petit à petit. Et nous, pour nous, c'est transparent. Mais au final, on voit quand même que la qualité est là. Ryan Otley est un super dessinateur, j'aime beaucoup. C'est excellent. Et puis l'histoire, waouh, non mais c'est incroyable. Là, j'en suis au un tiers de tout le run. Ben ouais, là, on commence à voir ben, l'ampleur du machin. Je reste cryptique parce que mais c'est génial. Ça prend une ampleur là. Mais vivement de lire le tome 5 et le tome 6. Euh, ben, souvent on dit que c'est la meilleure série de super-héros. Et le scénariste lui-même le dit. Ce qui est un peu présomptueux, mais pourquoi pas. C'est bien d'avoir confiance en soi. Et pour le coup, ben, ces volumes 3 et 4 me prouvent que oui, c'est fort probable que ce soit la meilleure série de super-héros. J'ai hâte de lire la suite. La conclusion, le volume 12, l'intégrale volume 12 sort ce mois-ci, je pense. Voilà, donc franchement, si vous n'avez pas démarré Invincible, démarrez Invincible. Moi, je préfère, moi, ça va être mon point de vue, mais maintenant, je vais me concentrer vraiment sur des récits, des runs de qualité. Je préfère acheter un volume, une intégrale d'Invincible et avoir l'intégralité de la série que d'acheter 7 ou 8 volumes de récits qui sont assez moyens pour le coup. Donc voilà, il faut aller sur des valeurs sûres et Invincible en est une. Et quelle valeur sûre? C'est une excellente série. Alors, petit bilan sur mes lectures. Ben, Invincible, c'est génial. Il faut foncer, c'est super. Moi, c'est top, j'adore. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Backtrack, lecture très agréable, fun, décomplexée, avec des bons petits concepts, des personnages bien développés, très agréable, franchement. C'est du bon. Red Mass for Mars, pas du tout un indispensable, des idées intéressantes, mais ça m'a pas marqué. Mais c'est intéressant. Pour ceux qui sont fans d'Hickman, c'est intéressant à découvrir. C'est l'une de ses premières œuvres. Dan of Titan, globalement, ben, pour moi, c'est excellent. Ça va être même le coup de cœur de la semaine. Étonnamment, pour voir que ben là, oui, j'étais un petit peu déçu. Hein. Globalement, je suis quand même déçu de mes lectures récentes. Mais Dan of Titan, ben, écoutez, ça fait le boulot. C'est bon. Les dessins sont bien. Le scénario est bon. Et puis, il y a même des petites valeurs qui sont disséminées par Tom Taylor sur la déshumanisation, sur des thèmes hyper intéressants et d'actualité. Franchement, c'est bien. C'est Dawn of Titan, ouais, c'est de la bonne continuité. Et puis d'ici, ben, moi je pense qu'en ce moment, ils font du bon boulot. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et surtout l'event Absolute Power avec comme équipe artistique Mark Waid et Dan Mora. Donc ça va être quand même très bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tie parce que ça commence un petit peu à m'embêter pour être poli. Alors, Horizon Oblique, c'est très beau, mais ça dit pas grand-chose. L'œuvre graphique est vraiment intéressante, mais franchement, le scénario, bon, j'aurais préféré qu'il travaille avec un scénariste. Alors après, moi, je suis pas fermé à des histoires où on comprend pas tout, où c'est abstrait, où c'est la narration graphique qui va nous porter, ce qui est le cas. Hein. On a des fois des longs moments où il n'y a pas de dialogue, où c'est très beau. Mais voilà, il faut quand même que ça raconte quelque chose, quoi. Voilà. Mais c'est sa première œuvre. Mais moi, je vous le recommande pas. Par contre, Horizon Oblique, c'est une lecture qui n'apportera rien, qui ne me laissera sans doute pas de souvenir si j'y repense dans 2 semaines. Voilà, c'est méchant. Bon, faut être réaliste quelquefois. The Boys, ça va faire très mal. Garth Ennis et Derek Robertson. Hmm, ben, je crois d'avoir vu la série, ben, ça m'a desservi pour la lecture de ce premier volume. Je continuerai pas, mais c'est du copier-coller. Et puis l'irrévérence de Garth Ennis, j'aime bien, mais à forte dose, c'est quand on mange toujours du même plat, à un moment donné, il y a saturation. Non, j'irai pas sur la suite. C'est intéressant, mais si vous avez vu la série, ça ne vous apprendra rien. C'est pas une œuvre non plus hyper marquante pour moi. Voilà, mais le format est top, par contre. Ça, c'est bien.
Voilà, pour mon retour de lecture. Désolé, il y a des semaines où des fois on s'enthousiasme moins parce qu'il y a des lectures moins agréables. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il ne peut pas sortir, il peut pas y avoir 4 ou 5 chefs-d'œuvre dans le mois. Mais en tout cas, si ça vous permet d'avoir des retours concernant des lectures que vous aviez visées, bah, écoutez, bah, c'est fait pour ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si vous en avez déjà lu certaines, ce que vous en avez pensé. Et puis, pour tout dire, là, sur la chaîne, je vais arrêter, c'est pas grave hein, quand on arrête un concept de vidéo, hein, vous inquiétez pas. Je vais arrêter les sélections comics, voilà, que je faisais, les petites sélections où je disais quel comics j'allais prendre. C'était des petits formats que je faisais avec mon portable. Euh, je vais arrêter ça parce que ça prend peu de temps et puis je trouve que Comics Code, voilà, que je salue s'il passe par là et je vous invite à vous abonner, mais je suis sûr que la majorité sont abonnés et vous avez bien fait parce que c'est excellent. Il fait des guides, voilà, des guides exhaustifs des sorties, mois par mois, éditeur par éditeur. Et je trouve que c'est vachement bien. Et franchement, moi, je regarde ça pour aussi me donner des indications sur mes envies de lecture. Voilà, et également les achats comics, je vais arrêter ça, je vais arrêter ce concept, alors je sais, ça fera des déçus, mais voilà, c'est pas pour moi là où je prends le plus de plaisir, et d'ailleurs, ben, mes retours de lecture vont être en quelque sorte des vidéos achats, parce que voilà, ça je vous les ai pas présenté en achat, mais je vous les présente comme ça, et je vais vous en faire retour de lecture, donc on va se concentrer beaucoup plus sur la chaîne, sur des retours de lecture, essayer d'en faire 2 par mois et d'avoir voilà, voilà une vidéo de temps en temps. Chronicles, là ce mois-ci j'aimerais bien vous parler de l'année 88 chez Batman. Voilà, vraiment me concentrer sur des retours de lecture. C'est là où je prends mon plaisir. Les achats comics c'est bien, mais bon, je n'ai pas lu ces œuvres. Voilà, c'est intéressant pour voir les nouveautés pour certains, et puis mais voilà, je vais me concentrer sur ça. Et également, le 17 mai, je serai présent sur un live chez Old Geek. Voilà, j'étais déjà passé la dernière fois. Il y aura Read Club avec nous. Il y aura le Doc de la Case, Comics Noob. Je ne veux pas en oublier, Prof et Geek. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est déjà pas mal, on sera 6. Normalement, si tout va bien. Donc oui, je vous invite à aller nous suivre, à aller nous regarder. Et qu'est-ce que je voulais dire également, ben, allez vous abonner à la chaîne de Docteur Salience. C'est un bon copain à moi, il est vraiment bon, il a une folie heureuse que j'aime beaucoup. Il y a une direction artistique sur ses vidéos, c'est génial. Un petit ton 90s VHS, j'aime beaucoup. Un humour détonnant. Il parle de lectures, ben, souvent des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Il a parlé dernièrement du Silver Surfer, je vous en avais parlé, j'avais adoré. Catwoman Lonely City. Voilà, qu'est-ce qu'il a parlé récemment? Je suis pas allé voir sa dernière vidéo, mais je crois que c'est une lecture que j'ai bien aimée. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment chouette. Donc allez jeter un œil. Et puis voilà, mais écoutez, je m'en arrête là. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement un retour de lecture. Et je vous dis à bientôt. Salut!